Une agence de transfert d'argent, Mobile Money, Move Money et Celtis Cash recrute une jeune mademoiselle dynamique et motivée. Profil recherché, être titulaire d'un diplôme de niveau BEPC ou plus, avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, être accueillante, organisée et rigoureuse, expérience dans le domaine souhaité mais non obligatoire, lieu de travail, Gbakpo, dans la commune d'Avrancourt, à quelques mètres de l'école primaire publique de Gbakpo-Ienon à Clé. Pour postuler, veuillez appeler le 00229 52 38 36 38 pour plus d'informations. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. De la rue Opine passant par l'Assemblée nationale, nous allons faire un tour au Sénégal pour parler de l'ancien président Macky Sall. Mesdames et messieurs, vous êtes délicats sur le rendez-vous de votre émission hebdomadaire, Les Grandes Contradictions. Merci d'y être. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, Latifa. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir, Madame Latifa. On se retrouve ce soir pour le numéro de ce jour de notre émission, Les Grandes Contradictions. On démarre tout de suite avec le sujet de la rue Opine que nous propose Faudia. Gaspard Adamossi, en couple, est-il nécessaire de protéger son téléphone avec pause? C'est un grand sujet. Oui, bon, a priori, ce n'est pas nécessaire parce que quand on est en couple, je suppose qu'on est marié et je pense que normalement on ne doit pas avoir de secret les uns pour les autres. Et donc, a priori, ce n'est pas nécessaire quand on est en couple de mettre un code. De toutes les façons, pas quand on est à la maison. Donc, si il arrive qu'on ait un code sur le téléphone, ce n'est pas qu'on a mis pour empêcher quelqu'un à la maison de regarder dans le téléphone. Mais peut-être qu'on a mis le code pour la ville. Pour la ville, donc il y a les gens oui, bien sûr, quelqu'un peut prendre votre téléphone. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez mettre ça à la charge au service ou quelque part où quelqu'un peut vouloir avoir accès aux données dans votre téléphone. Ce n'est pas normal. Et donc, si vous avez un code sur le téléphone, ça peut ne pas être un secret à la maison, un secret notamment pour votre moitié. Maintenant, écoutez, nous sommes dans un monde où il faut aussi faire très, très attention parce que, vous savez, même quand on est en couple, ça dépend du degré de confiance que vous faites parce qu'il y a parfois des soupçons ou de petites choses qui peuvent amener des histoires. Vous savez, les femmes ont souvent horreur de voir leur mari parler avec d'autres femmes ou avoir les numéros d'autres femmes, ou échanger avec d'autres femmes, quand bien même c'est dans le cadre strict du service ou d'autres choses. Et donc par rapport à cela, je pense parfois qu'il est sécurisant pour un homme quand même de mettre un code sur son téléphone pour éviter ces genres d'histoires. D'ailleurs, ce n'est pas aussi conseillé, n'est-ce pas, qu'il y ait code ou pas, d'aller fouiller dans le téléphone de l'autre, parce qu'on dit souvent quand vous allez vers ces extrémités-là, c'est ce que vous ne voulez pas savoir que vous allez savoir, ou bien c'est ce qui ne doit pas être objet de problème qui devient objet de problème. Achille Rousseau, en mettant un code sur ton téléphone, ça dit qu'on protège son ou sa partenaire? Mon nom est catégorique. Mon nom est catégorique. Il n'y a pas de code à mettre sur le téléphone. Donc, vous n'avez pas de code sur votre téléphone? Je n'en ai pas. Et madame aussi? Elle n'en a pas. Ah. Elle n'en a pas. Bon, et puis je vous dis ceci. Au-delà de tout ce que nous disons, au-delà donc de cette proximité avec
avec madame à la maison, où on peut penser que c'est facile pour l'un donc d'aller vers le téléphone de l'autre. Moi, je dis d'abord que c'est une leçon à retenir par tous, que le téléphone le code sur le téléphone, j'allais dire, peut constituer aussi une source donc de danger pour nous. Nous avons vu des gens qui, en cas d'accident, ont perdu la vie parce qu'il n'était pas possible de joindre un proche parce qu'il y avait un code. Et donc, c'est depuis là que moi, j'ai appris cette leçon-là, que ce n'est pas nécessaire d'avoir un code sur le téléphone. Maintenant, nous parlons du foyer, nous parlons de couple. Alors, je crois, il y a un pan donc de l'analyse de Gaspard que je voudrais partager. En tout cas, lorsque vous vous faites confiance, on devrait savoir que le téléphone est à usage personnel. Avant donc d'avoir accès à mon téléphone, je crois qu'il faut me demander d'abord la permission. Donc, il peut arriver que pour passer un coup de fil, ou bien que je t'envoie décrocher un appel parce que je suis empêché, je sais que cet appel est important, et si le président Gaspard appelait, donc il n'y a pas de gêne que madame décroche pour lui dire mais que je suis sous la douche, ou bien que je suis occupé à faire ceci ou à faire cela, donc que je vais le rejoindre ou lui répondre plus tard. Et donc, c'est important donc d'avoir cette communication et d'avoir donc cette complicité. Et donc, mais au-delà de tout, si on devait faire de la dictature, il faut dire que même si l'homme n'a pas le code sur son téléphone, la femme ne doit pas donc se permettre d'aller là-bas. Mais le contraire, c'est ce qui devait même être souhaité. La femme même devait permettre à son homme d'aller de temps à autre donc voir ce qui se passe entre autres dans sa galerie. Bon, je dis la galerie. Pareil. Je dis la galerie. Oui. Bon, je ne dis pas autre chose. D'accord. Et donc, code sur le téléphone parce que on pense que c'est à usage personnel que l'autre ne doit pas avoir accès. En tant que conjoint ou conjointe ne doit pas avoir accès à son téléphone à la maison. Je crois que cela, même si cela a ses avantages, cela cache aussi de gros risques. Gaspard Diamossi, est-ce qu'on peut dire que dans les couples où on remarque que les partenaires mettent de codes sur leur téléphone, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de jouer à un double jeu ou bien ils se cachent des choses? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, si dans un couple, on met des codes pour empêcher l'autre d'avoir accès au téléphone. Ça veut dire... Pourquoi on met d'abord les codes? Non, moi je pense que non, celui qui a fait le code n'a pas fait le code pour empêcher le mari ou la femme d'avoir accès au téléphone de l'autre. Le code, c'est d'abord un instrument pour sécuriser votre téléphone en cas de vol ou que d'autres personnes extérieures n'aient pas accès à vos données, qui sont des données personnelles. Mais est-ce qu'en famille, est-ce qu'on a des données aussi personnelles que ça? Je crois que dans un couple, en principe, il n'y a pas de données aussi personnelles que ça. C'est vrai que chacun est un peu jaloux de son intimité d'une certaine façon, ce qui suppose que vos communications doivent être privées. Et par exemple, des questions de boulot, d'amis et autres, là, ne doivent pas être des problèmes de foyer. Et donc, chacun doit avoir son téléphone. Moi, par exemple, j'ai pas de code sur mon téléphone et ça ne me dit absolument rien. J'en avais par le passé, mais par la suite, je me suis dit, à quoi bon mettre un code sur le téléphone? Parce que même quand je mets le code, tout le monde finit par savoir dans la maison le code que j'avais sur le téléphone, et donc j'ai trouvé inutile. Mais je ne sais pas si mon épouse a de code sur son téléphone, parce que ça ne m'intéresse même pas de le savoir. Je n'ai pas accès à son téléphone et je n'ai pas envie d'avoir accès à son téléphone. Quand on est dans un couple, on se fait un minimum de confiance jusqu'à découvrir le contraire. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Alors, Achille Oussou, on peut dire que le téléphone portable dans un couple, hein, c'est un bien... Comment? Oui, mais c'est un bien commun. Surtout le téléphone de la femme. Surtout le téléphone de la femme. Pourquoi pas le téléphone de l'homme? Donc, le téléphone de la femme. Est-ce qu'une femme peut prendre un téléphone dans un foyer sans le consentement de son mari? Et pourquoi maintenant c'est l'usage donc d'un téléphone dans un foyer qui devient... Sujet, hein. Si la femme peut prendre un téléphone sans le consentement de son mari. De son mari. Je crois que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est non. C'est non. Et si votre mari ne vous permet pas donc d'avoir un téléphone, à quoi bon? Vous voulez appeler qui? Je ne sais pas. Parce que le premier que vous devez peut-être appeler, c'est lui. Si vous avez besoin donc de joindre vos parents, dites-le lui. Il mettra son téléphone à votre disposition. Moi, sur le sujet, je ne pense pas que quelqu'un ait besoin d'autorisation de quelqu'un pour avoir son téléphone. Chacun peut avoir son téléphone. En réalité,
même s'il n'y a pas code sur le téléphone, ce qui va se passer peut se passer. Parce que j'ai lu pas plus tard que quelques jours dans un couple où il y a la femme qui faisait usage, je dirais, anormal de son téléphone au point où le mari s'est douté des choses qui se sont révélées. La famille est intervenue et a interdit à l'épouse d'avoir désormais de téléphone, notamment d'avoir Android. Mais il se fait que le mari, quelques semaines après, a remarqué que la femme avait un téléphone caché en ville qu'elle utilisait. Et donc, à code ou pas, vous voyez, quand il n'y a pas la confiance, c'est là où on aboutit. Sans code, avec code, sans téléphone, avec téléphone, on va toujours vers les travers. Quand on n'est pas entre gens sérieux, quand il n'y a pas la confiance. Voilà, donc pour résumer le tout, il faut juste qu'il y ait un minimum de confiance. Il faut un minimum de confiance. On n'a pas besoin de code parce que lorsque le mal arrive, il ne vous prévient pas. Voilà. Et voilà, nous clôturons ainsi le sujet de la rue Opine. Nous allons à présent à l'Assemblée nationale. Ouverture ce jeudi de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Une session qui sera consacrée en priorité à l'examen de la loi de finances 2025. Oui, absolument. Les députés ont ouvert donc ce jeudi la deuxième session ordinaire de l'année. Une session, comme l'avait dit, qui sera consacrée prioritairement à l'examen du projet de loi des finances 2025. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également d'autres dossiers qui seront débattus au cours de cette session. Mais prioritairement, c'est le budget, puisque dans quelques semaines, les ministres vont commencer par défiler chacun pour présenter, défendre les prévisions budgétaires de leurs départements respectifs. Et donc, pour pouvoir doter le pays dans quelques semaines du budget de l'année qui arrive, le souhait qu'on peut émettre, c'est que dans le débat budgétaire, que les gens aient à l'esprit l'intérêt de la population, que les gens aient l'intérêt supérieur de notre pays et que surtout qu'on n'assiste pas cette fois-ci aux divergences auxquelles on a assisté par le passé où il y a une catégorie de députés qui, pour des questions, je dirais, de politique politicienne, refusent, n'est-ce pas, d'adopter ce projet de loi de finances. Achille Oussou, de quoi riez-vous? Oui. Bon, ce que Gaza vient de dire me rappelle que il y a un an, on a vu un député donc de l'opposition radicale voter donc pour le budget qui a été rejeté par l'opposition. Donc bientôt un an, nous allons fêter son anniversaire. Alors, Achille Oussou, nous sommes face à un budget qui est élevé comparativement au budget antérieur, mais il est quand même justifié par un certain nombre de choses. Effectivement, nous avons, dans le discours du président de l'Assemblée nationale, après que le budget a connu 11% d'augmentation, et nous sommes autour de près de 4 000 milliards. 3 351 milliards. Et quelques milliards, donc pour les besoins prioritaires du pays. Et surtout, ce qui réjouit ou pourrait réjouir la population, c'est que près de 42% de ce budget sont consacrés aux besoins, en fait, au volet social. Et donc, je crois qu'en l'état, c'est déjà bon. Et surtout, il paraît que la tournée gouvernementale a été pour quelque chose, parce que les préoccupations qui ont été abordées par les populations ont été donc traduites en projet, dans ce projet de budget. Et donc, c'est tant mieux que les populations sentent réellement que le gouvernement, pour avoir fait cette descente-là, pour les avoir écoutés, pour avoir recensé leurs préoccupations, il y a eu, qu'on appelle une réponse favorable à leur endroit. Donc, nous attendons de voir, après l'examen, le vote de ce budget, nous attendons de voir dans sa réalisation si effectivement cela va impacter la vie des populations. Et donc, je crois, et le président de l'Assemblée a annoncé que les députés, oui, ont le droit donc d'examen, d'amendement et de vote. Donc, je crois que ces préoccupations liées donc au volet social qui ont été traduites donc en activité pour être des activités concrètes dans le budget vont toucher aussi l'assentiment donc des députés de l'opposition qui avaient joué, ne le cachons pas, un grand rôle dans le budget 2024 parce que ils avaient eu des amendements qui avaient obligé le gouvernement donc à revoir sa copie donc avant le vote donc du projet 2024. Je crois que dans le projet 2025, nous aurons aussi une participation vraiment active
contributive pour l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est ce que nous attendons de l'opposition et non qu'on appelle un rejet pour rejet donc, du budget. Mas Gaspard Adam aussi, dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a fustigé la tentative de coup d'État et a invité les collègues à la retenue. Oui, c'est déjà... la première fois qu'il se prononce sur le sujet. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu l'opportunité de le faire jusque-là. Ne demandez quand même pas au président de l'Assemblée nationale d'aller faire des meetings comme d'autres en font pour dénoncer l'atteinte, la supposée, bon, je dirais supposée parce que c'est pas encore aussi clair que ça au niveau de la justice. Et donc, la supposée tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, il était de bon ton que lors de cette prise de parole officielle du président de l'Assemblée nationale, qu'il puisse, n'est-ce pas, dire un mot et par rapport à cette situation, et ça n'a pas loupé. Et je crois que c'est normal qu'il dise ce qu'il a dit. C'est-à-dire condamner, évidemment, si effectivement tentative il n'y a pas, qui peut ne pas condamner qu'on essaie d'attenter à la sûreté de l'État. Je crois que tout le monde doit condamner cet état de choses. Et qui plus est, il a estimé que si cela avait réussi, que lui serait peut-être en prison ou qu'il ne serait plus président de l'Assemblée nationale, et que par conséquent des députés se seraient retrouvés au chômage. Et donc je crois que c'est de bon ton. Maintenant, c'est la suite, c'est qu'il a essayé, n'est-ce pas, également d'appeler ses autres collègues députés à la retenue. Et il a estimé que il faut laisser la justice faire son travail. Ça aussi, je crois que c'est un bon message parce que vous savez, il y a beaucoup de députés qui, depuis que cette affaire-là est sortie, il y en a un particulièrement qui est presque tous les jours sur les médias pour dire des choses sur cette affaire de tentative de coup d'État. Et donc, je crois qu'il a bien fait d'avoir, c'est pas seulement les députés, hein, mais lui, il peut parler à ses collègues. Mais je crois que son message s'adresse à tous les acteurs politiques en général et à tous les citoyens en général qui doivent avoir un peu de retenue par rapport à cette affaire-là et, n'est-ce pas, laisser la justice faire sereinement son travail. Et voilà, Achille Oussou. Oui, mais je crois que la position du président de la République en tant que peut-être ami commun, pardon que je raconte, du président de l'Assemblée nationale, en tant que peut-être ami commun au président de la République et à son ami et à son frère Olivier Bokor, ce n'était pas aussi facile d'avoir une position qui arrangerait la situation. Mais je crois qu'il a été très bien inspiré dans ce qu'il a dit et donc dans la position qu'il a prise dans le dossier. Et heureusement que effectivement le dossier étant donc pendant devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail. C'est vrai que chacun veut profiter de l'occasion pour montrer à X ou à Y que c'est lui son bon ami, surtout celui qui a la possibilité donc de distribuer beaucoup donc de faveurs. Et donc nous voyons que beaucoup prennent fait et cause pour le chef de l'État, c'est vrai, parce qu'il s'agit donc d'une tentative de coup d'État et donc d'atteinte à la sécurité de l'État. Et donc par rapport à ça, je crois que la victime, effectivement, bon, en attendant que la justice ne nous dise de quoi il s'agit concrètement, je crois que la victime ici, la potentielle victime, c'est le président de la République. Et donc beaucoup disent des choses pour donc montrer au président de la République sa proximité, donc tout ça là. Mais je crois que le président de l'Assemblée nationale a bien fait donc d'avoir rappelé chacun à cette responsabilité que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, il faut donc laisser les juridictions, il faut respecter la séparation des pouvoirs. Et il a bien dit, il faut respecter la séparation des pouvoirs. C'est pas parce qu'on est député à l'Assemblée nationale qu'on doit se permettre donc de tout dire. Et donc, il faut laisser vraiment la justice faire son travail. Et je suis vraiment d'accord avec lui. Avec le temps, on va connaître les enfants dociles, ceux qui savent, ceux qui écoutent bien le chef de famille dans la maison. Alors, troisième sujet de cette émission, lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a adopté un décret pour prévenir et éviter la discrimination. Achille Oussou, je reste toujours avec vous. Oui, je crois que c'est un sujet qui a surpris. Bon, je ne sais pas si les Béninois s'y attendaient. Moi, j'ai toujours appris que le ministère public est là pour, même si vous n'avez pas les moyens, vous avez des soucis avec, qu'on appelle la justice,
le ministère public s'occupe de vous. Mais c'est avec qu'on appelle cette mesure que j'ai compris effectivement qu'il y avait des choses à faire encore. Et je crois que cela participe véritablement de ce que nous devrions appeler le social dans notre pays, parce que tout citoyen doit avoir droit à la justice. Il y a une justice équitable. Ce n'est pas l'argent, la justice. La justice, c'est le droit. Et tout le monde devrait être vraiment égal devant le droit. Et donc, par rapport à ça, je crois que pour avoir mis les moyens à la disposition donc, des citoyens les plus démunis pour donc défendre leurs droits, le gouvernement de Patrice Talon vient donc de poser un acte très fort qu'il faut le reconnaître. Maintenant, il s'agit d'une mesure. Il faut la mise en application. Et donc, c'est dans la mise en application qu'on verra vraiment l'efficacité donc de cette mesure-là. Est-ce que les moyens subséquents ont été mis à disposition? Est-ce que ceux qui doivent jouer le rôle jouent le rôle correctement et que est-ce qu'ils sont payés en conséquence aussi pour jouer le rôle? Qu'il ne s'agit pas donc d'un effet d'annonce. Et donc, au-delà donc de l'intention, il faut que l'acte accompagne la parole. Amas Gaspard Diamossi, bientôt on assistera plus à la discrimination, à l'accès à la justice. Oui, bientôt, on ne sait pas quand est-ce que ça va être. Parce que c'est vrai qu'un décret a été pris, mais la mise en œuvre, ça prendra certainement du temps. Mais il faut déjà dire que c'est une bonne chose que cette décision-là soit prise. Parce que aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès, un accès égal au droit et à la justice. Vous savez, quand vous êtes analphabète, même pas quand vous êtes quelqu'un, un citoyen lambda comme moi, et que vous avez affaire à la justice, je crois que souvent, on est lésé. Parce que on n'est pas assisté comme il faut depuis le début jusqu'à la fin. Par exemple, si c'est d'un procès qu'il s'agit, ou bien si c'est juste d'une interpellation qu'il s'agit, souvent, les droits des citoyens sont brimés. Et ils n'ont pas souvent la possibilité, n'est-ce pas, parfois, ils n'ont pas la possibilité de se défendre. Parfois, ils ne savent pas qu'ils doivent se défendre. Parfois, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je parle surtout de ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui ne comprennent rien et qui subissent tous les jours les abus aussi bien des forces de sécurité que des abus au niveau de la justice. Je suis sûr que cette décision-là va corriger un certain nombre de choses dans l'accès des citoyens et à la justice. Je crois que c'est une décision très bien pensée. Maintenant, c'est que il faut, comme je l'ai dit, la mise en œuvre doit pouvoir nécessiter beaucoup de moyens. Parce que pour les millions de Béninois que nous sommes, je ne suis pas sûr qu'il y ait des milliers de personnes aptes à pouvoir défendre. Je parle par exemple des avocats et des gens qui doivent pouvoir assister justement le justiciable dans ces conditions-là et combien de cagnottes on pourrait mettre en place justement pour pouvoir réaliser cet état de choses. Mais c'est déjà un grand pas que ce décret-là soit pris. Je crois que dans la suite, ça va permettre, n'est-ce pas, à ce que on puisse régler un certain nombre de problèmes parce que des gens croupissent dans les prisons sans procès, des gens sont arrêtés sans mandat, un certain nombre de choses peuvent être corrigées par rapport à ce décret. À Siboussou, on peut dire que la discrimination est l'une des raisons pour lesquelles la population n'a pas confiance parfois à la justice béninoise. Oui, la discrimination, oui, il y a aussi en amont l'ignorance de la loi. Et donc, je crois que c'est aussi important d'insister sur la vulgarisation des lois, sur la sensibilisation sur un certain nombre de choses. Les lois sont votées, mais les populations n'en sont pas informées. Les gens ne savent pas quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. On va leur dire que nul n'est censé ignorer la loi. Mais écoutez, si la loi n'est pas mise à votre disposition, comment vous pouvez la connaître? Donc, je crois qu'il faut une vulgarisation des lois. Il faut un minimum de sensibilisation des citoyens, surtout que nous savons que nous sommes dans un pays où l'analphabétisme n'est pas aussi petit. Donc, je crois que c'est important de le faire. Je crois également que par ignorance, les gens sont victimes de la discrimination. On abuse. Il y a abus donc d'autorité, il y a abus donc d'usage que l'on fait de la loi. Et donc, cette mesure permettra certainement à chacun d'entre nous désormais de savoir à quoi s'en tenir, de savoir ce qu'il doit faire nécessairement pour que vraiment tout le monde soit à l'aise dans la République. Lorsque Gaspard Diamossi, le tout ne suffit pas de voter la loi. Non, oui, bien sûr. Non, il faut faire connaître la loi, mais de quel moyen? On va aller vers qui pour faire connaître? Achille a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Du moment où la loi est prise et publiée au journal officiel, ça suppose que tout citoyen, donc le citoyen aussi, peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde ne veut pas avoir, mais le citoyen aussi a l'obligation de chercher à connaître les lois qui régissent les diverses activités de la vie.
Nous allons à présent au Sénégal où l'ancien président Macky Sall revient au devant de la scène politique. C'est surprenant? Oui, moi, ça me surprend. Il a quitté à peine le pouvoir et était même presque exilé. Il avait trouvé un poste à l'international. Et donc, moi, à la faveur de la dissolution du Parlement et de l'organisation des prochaines élections législatives, il a tout abandonné pour revenir au pays. Et pourquoi faire? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la nostalgie du pouvoir qu'il n'a pas voulu laisser, qu'il a finalement laissé, qu'il a ramené au pays. Mais moi, j'estime qu'il devrait laisser ceux qui ont pris le pouvoir. Parce que quand on prend le pouvoir, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un peu l'état de grâce où vous laissez les personnes exercer pendant un certain temps. Je crois que le président Macky Sall n'a pas laissé les jeunes qui ont pris le pouvoir vraiment bénéficier de cette période de grâce-là. Il est trop vite redescendu. C'est peut-être leur faute aussi parce qu'ils ont dissolu l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont justement à la recherche d'une majorité pour gouverner. Et là, il est arrivé pour leur mettre, je dirais, des bâtons dans les roues parce qu'il veut les empêcher d'avoir une majorité. Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple sénégalais? Là est toute la question. Mais en tant que président, ancien président de la République, s'il descend dans l'arène, c'est vrai qu'il aura affaire aussi aux jeunes et que là, comme on le dit souvent, les jeunes peuvent lui regarder la figure, comme on dit vulgairement chez nous. Achille Roussou, que nous réserve le retour de Macky Sall? Oui, Macky Sall a raison de revenir. Oui, contrairement à ce que, à l'analyse de Gaspard, je pense que Macky Sall a raison de revenir parce que c'est les jeunes qui le provoquent. Moi, ils ne savent pas, c'est à croire qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont venus, ils ne sont pas préparés pour le pouvoir. Et moi, j'ai constaté tout de suite que c'est la chasse aux sorcières parce que des ministres de Macky Sall sont déjà arrêtés, emprisonnés. Et donc, ben, bon, je me demande si c'est pour ça qu'ils sont là. Et donc, ben, il a le devoir de défendre aussi ces gens. Et donc, je crois que c'est pour ça qu'il est revenu. Moi, j'en veux vraiment déjà, parce que ce n'est pas à cela que les populations appelaient donc Sonko et Faye. Et donc, je crois qu'ils attendaient beaucoup de changements, donc, non seulement ils ont dissolu l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas satisfaits, mais ils enferment tous ceux qui peuvent constituer un obstacle politiquement pour eux. Et donc, je crois qu'il faut un gros morceau au travers peut-être de leur gorge, et c'est Macky Sall qui peut encore jouer ce rôle-là. Et donc, c'est pourquoi je pense que le combat qu'il mène est un combat politique. S'il lui permettait donc d'aller se reposer, ils allaient se reposer, il allait se reposer, donc, mais comme ils ne veulent pas, donc, il se repose en paix, donc, lui-même, il est obligé de défendre ses arrières. Et donc, moi, je voudrais vraiment appeler les jeunes au pouvoir au Sénégal à donner la preuve, à donner la preuve que... Ils ont quand même sorti récemment un plan. Un projet 2050. Hein? Sortir le plan, c'est la mise en œuvre qui compte. Ce que les Sénégalais attendent donc de Sonko, de Diomaye Faye, donc c'est que ils réussissent à oublier ou à faire oublier Macky Sall. Parce que qu'on le veuille ou non, Macky Sall a fait beaucoup de choses au Sénégal. Ce on lui reproche, c'est sa gestion de la chose démocratique au pays, c'est la gestion démocratique du pouvoir, comme certainement chez nous au Bénin. Et donc, je crois qu'il faut tout faire pour l'oublier. Malheureusement, c'est le terrain sur lequel en fait, ils ont attaqué Macky Sall par rapport à sa gouvernance, sa gestion. C'est sur ce même terrain que eux, ils ont choisi donc de commencer leur gouvernance. Comment on peut déjà, en moins d'un an, arriver à faire retourner la presse contre soi? La presse il y a même déjà eu une journée presque morte au Sénégal. Donc, je crois que ce n'est pas un bon début pour eux. Et donc, Macky Sall a raison de revenir au devant de la scène au Sénégal. Je ne sais pas ce que ça lui donnera. C'est la population qui va décider. Donc, et le vote nous permettra de savoir si la population est toujours en phase avec Faye et Sonko ou si la population regrette déjà Macky Sall. Mas Gaspard Diamossi, avec le retour de Macky Sall, quelle serait la posture des Sénégalais face aux deux camps? Bon, de ce qui est sûr, les Sénégalais vont trancher. Ils vont trancher dans les unes et vont donner raison à l'un ou l'autre des deux camps. Et moi, je pense que c'est vrai que ceux qui ont pris le pouvoir, Macky Sall Ousmane Sonko et Diomaye Faye, sont confrontés aux réalités de l'exercice du pouvoir. Ça, c'est évident. Non, même quand on est préparé et que tu n'exerces pas, c'est dans l'exercice qu'on est confronté aux réalités. Je pense qu'ils se préparaient à prendre le pouvoir. Peut-être que c'est arrivé un peu tôt.
Et je crois qu'ils sont confrontés aux réalités des décisions, aux réalités dures du pays. Mais c'est un apprentissage, ils vont se rechercher, se trouver. Je crois que Macky Sall a également eu ces problèmes-là à ses débuts. Et d'ailleurs, il a mis des gens en prison aussi, des gens avant qui ont fait... C'est donc l'ordre normal des choses. Bon, au niveau africain, c'est souvent ce qui se passe quand un pouvoir vient, on fait la chasse aux sorcières, on essaie de mettre les autres en cage. Et puis quand des gens n'ont rien à se reprocher, je ne suis pas sûr que ceux qui arrivent là aussi puissent trouver des arguments pour les mettre en prison. Et je ne pense pas que Macky Sall est venu au pays pour venir libérer ceux qu'on a mis en prison. Il est venu peut-être pour d'autres raisons. Maintenant, est-ce qu'il aura gain de cause? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, tel que je l'ai dit, s'il descend tel qu'il descend aussi dans l'arène, ne soyez pas étonnés que les autres aussi aillent fouiller dans sa gestion et trouvent des choses pour le mettre également en difficulté. Moi, j'estime les jeunes là peuvent avoir leurs difficultés dans la gestion du pouvoir, se chercher. Mais Macky Sall, c'est une page qui est déjà tournée. Il a fait le nombre de mandats qu'il avait à faire et il doit pouvoir laisser les jeunes là avancer et laisser d'autres parce qu'il avait un dauphin qui est là et qui peut faire face à cette jeunesse. Il peut les conseiller, mais revenir lui-même directement dans l'arène comme ça, et je pense que... Qui a bu boira. S'il y a des gens ici qui n'ont pas encore appris à oublier, c'est pas Macky Sall qui oubliera. Hein. Donc, eh bien, c'est comme ça se passe sur les grandes contradictions. Nous avons bel et bien deux idées contraires. Mesdames et messieurs, nous passons tout de suite au baromètre de la semaine. La masse Gaspard. Non, Achinousou. Oui. Qui monte? Et bon, je voudrais rester à l'international pour le baromètre de la semaine et saluer une mesure du président ivoirien. Comment il s'appelle là? Alassane Ouattara, qui aurait fait une augmentation de salaire qui a réjoui tous les cœurs. Donc, selon les informations qui ne sont pas venues ici, je crois que c'est important parce que tout le monde, en fait, eux-mêmes ils le disent que la situation liée au Covid-19 a fait que donc la vie coûte excessivement cher dans tous les pays. Donc, je crois qu'il faut faire quelque chose pour soulager les populations. Pour l'avoir fait, on le remercie. Ce n'est pas pour ça qu'il va s'éterniser au pouvoir. Hein. Donc, je ne le dis pas pour qu'il se donne encore des ambitions de rester, mais je dis pour avoir pour l'acte, pour l'initiative. Qui a rejoui, surtout que c'est les populations même qui le disent. Donc, ça veut dire que l'effet a été effectivement ressenti. Et qui descend? Qui descend? Au Bénin? Non, je ne viens pas au Bénin. Toujours à je reste à l'international. Je suis au Niger. Je suis au Niger pour dire. Aux amis du Niger. Oui, mais pour dire que bon, je ne sais pas. Nous avons une accalmie qui ne se comprend pas. Et les Chinois ont pu tirer leur épingle du jeu. Ils viennent charger leurs bateaux régulièrement, mais les populations, pour donc traverser les frontières, aller donc vaquer à leurs occupations derrière la frontière du Bénin ou derrière la frontière du Niger, c'est toujours difficile. Donc moi, je ne sais pas ce qui est si dur. Bon, je voudrais vraiment les appeler à une certaine ouverture d'esprit, à la compréhension pour permettre donc aux populations de vivre aisément. Achinousou, nous n'avons plus assez de temps. Mas Gaspard aussi. Qui descend? Oui, c'est bien de me poser cette question. Je voudrais rester à l'international comme Achille. Pour moi, c'est Macky Sall qui descend parce que je ne conçois pas, absolument pas qu'il abandonne tout le confort qu'on lui a donné après avoir quitté le pouvoir pour revenir dans l'arène, déranger ceux qui sont dans la gestion. Moi, j'estime que quand on quitte les choses, surtout de cette façon-là, et à l'étape où il est, c'est de les quitter définitivement et de laisser les autres aussi faire leur expérience. Donc, je me fais descendre par rapport à ça. Au Bénin, on fait monter qui? Bon, non, au Bénin, oui, c'est au Bénin. Au Bénin, je préfère rester dans mon marigot pour faire monter le président de l'Assemblée nationale parce que, honnêtement, c'est vrai que son discours a donné lieu à une certaine polémique dans certains milieux. Mais moi, je pense que, moi, j'aime toujours les gens qui sont courageux par rapport à leur opinion et le fait qu'il ait pris position. D'abord dans l'affaire du coup d'État comme il l'a fait et ensuite qu'il ait évangélisé les Béninois sur l'amour et la haine. J'ai aimé sincèrement. Parce qu'il faut également pas le message de la position, on est touché un peu les cœurs des gens. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine. J'ai trouvé un douanier devenu philosophe. C'est vrai que la question, elle a été interprétée de part et d'autre. Voilà, c'est ce que je dis. Mais il a eu le courage d'avoir posé ce postulat-là, qui fait débat actuellement dans le pays. C'est aussi ça, le rôle des acteurs politiques, le rôle des personnalités qui sont devant, c'est de susciter ces genres de débats dans l'opinion, à mon avis. Mesdames et messieurs, voilà donc
C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. C'était donc à l'instant votre émission hebdomadaire Les Grandes Contradictions. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain. Surtout, portez-vous bien. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.